je vais diviser mon propos en deux parties. Je vais faire une présentation générale historique avec l'évocation de la vie de cet auteur Hervé. Hervé est un pseudonyme. Hein. Son nom est ici, c'est un nom un petit peu à rallonge, hein, Louis-Auguste Florimond. Rongé, son nom était Rongé, dit Hervé. C'est un homme vraiment du 19e siècle, né en 1825. Et donc je vais faire une présentation comme ça de son époque surtout et de sa vie brièvement, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans trop de détails et s'y perdre. Et puis j'évoquerai après plus précisément évidemment ce qui nous intéresse, c'est cette œuvre très exceptionnelle que sont les Chevaliers de la Table Ronde. Je commencerai aussi par un petit hommage rendu à ce centre que je prononcerai peut-être à l'italienne parce que je pense que c'est un nom italien, Bruzzane. En français, Bru, B-R-U, hein, Bruzzane, Z-A-N-E. Il y a une fondation qui est à Venise, qui s'appelle la Fondation Bruges, pour le dire à la française, qui est du nom de la personne qui est à l'initiative de ce projet. Un projet qui était de fonder, donc dans le... Alors, je parle trop vite, dans le Palazzetto, le petit palais qui est à Venise, qui s'appelle Palazzetto Zane, justement, donc d'où Fondation Bruzzane, qui s'est donné pour mission de promouvoir la musique française du XIXe siècle. Je vais tout de suite faire quelques petites remarques à propos de cette notion de musique française du XIXe siècle. Simplement, je reprends mon propos sur ce palais, c'est un palais qui a été restauré exprès, si j'ose dire, pour abriter cette fondation. Cette musique française du XIXe siècle, alors voilà une question bien intéressante, à vrai dire, pour tous les musiciens, pour les gens cultivés, dirons-nous, pour un public cultivé, il y a eu deux grands moments de la musique française dans l'histoire. Les deux grands moments sont deux grands moments un peu éloignés et le vide qui les sépare serait justement ce XIXe siècle. Le premier grand moment de la musique française est le XVIIIe siècle. Et de ce XVIIIe siècle qui a été d'une grande richesse pour la France d'un point de vue musical, émergent deux noms essentiellement qui sont François Couperin, qui était né au XVIIe siècle, mais peu importe, c'est un homme du XVIIIe quand même. Les deux noms sont donc, les deux noms extrêmement prestigieux sont François Couperin d'une part, et d'autre part Jean-Philippe Rameau. François Couperin est connu essentiellement, pas que, mais essentiellement pour sa musique de clavecin. Il a écrit un très grand nombre de pièces, d'œuvres pour clavecin et de cycles d'œuvres qu'on appelait à l'époque des ordres, qui sont des œuvres divisées en mouvements, donc l'ensemble s'appelle un ordre. Et donc sa musique est essentiellement une musique de clavecin. Encore une fois, il a écrit d'autres choses, mais voilà. Et l'autre grand compositeur est connu, Jean-Philippe Rameau, pour sa production en matière d'opéra. Donc ce sont un peu deux domaines différents, mais ils résument très bien cette floraison extraordinaire de la musique du XVIIIe siècle en France. Voilà pour la première période très prestigieuse de la musique française. Et la deuxième période est loin après, et elle s'est présentée elle-même un peu comme une renaissance. Encore une fois, sous-entendu, il y aurait eu une période d'apathie de la musique française qui est le XIXe siècle. Je veux parler de la période de la fin du XIXe, mais en fait le début du XXe siècle, avec deux musiciens, et bien sûr il y en a d'autres, hein, mais deux musiciens essentiels qui sont, comme vous le savez, d'une part Claude Debussy et d'autre part Maurice Ravel. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'eux-mêmes, bien sûr, ne s'étaient pas donnés comme mission, loin de là, dans leur esprit. Leur esprit était de produire de la musique, évidemment. Ça n'était pas de participer à une renaissance de la musique française comme si c'était un programme. Mais néanmoins, ils ont quand même produit des hommages à la première partie, à la première époque de la musique française, en écrivant, par exemple, pour Claude Debussy, une pièce pour piano absolument magnifique dans les préludes pour piano. Non, pas dans les préludes, pardon, dans les images, dans les recueils qu'on appelle images. Je conseille ici d'écouter cette œuvre magnifique et puis de l'écouter plutôt plusieurs fois qu'une, parce que c'est en les écoutant plusieurs fois qu'on les apprécie. Donc une œuvre qui s'appelle Hommage à Rameau. Voilà une pièce de Debussy qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'elle resitue son œuvre dans le grand courant renoué de la musique française. Et en ce qui concerne Maurice Ravel, il y a une œuvre aussi absolument magnifique, qui est en plusieurs mouvements, qui s'appelle Le tombeau de Couperin.
Le tombeau, on avait l'habitude au XVIIIe siècle de rendre hommage à des compositeurs disparus en écrivant des œuvres qu'on appelait tombeaux. Ça existait en poésie aussi. On écrivait le tombeau de... Je crois que Mallarmé a écrit quelque chose. Enfin, peu importe, le mot tombeau était assez répandu. Donc Ravel écrit ce tombeau de Couperin. Eh bien, pour un public cultivé, disais-je, pour des musiciens, enfin moi-même j'en fais partie, j'ai beaucoup travaillé la musique et j'ai beaucoup étudié la musique, j'ai désormais un certain âge, et ce que j'ai étudié, la musique dans laquelle j'ai été imprégné, surtout en tant que pianiste, ça a été la musique du XIXe siècle, certes, mais surtout pas la musique française. La musique allemande, à juste titre d'ailleurs, je ne lui retire rien, loin de moi l'idée de dire qu'elle serait secondaire. La musique allemande, à juste titre, a pris toute la place, avec des compositeurs qui sont une longue théorie, je dirais, qui commence par exemple dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, tout va bien. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, je les énumère très rapidement, parce que je ne vais pas parler de musique allemande maintenant, justement pas, mais qui sont quand même tous des continents à eux seuls, des montagnes à eux seuls. Je veux parler de Joseph Haydn, seconde moitié du XVIIIe siècle, Mozart, bien sûr, mort en 1791, Beethoven, évidemment, qui lui est une montagne incontournable, enfin immense, et ils le sont tous. Schubert, bien sûr, Schumann en plein 19e siècle, Brahms à la fin du 19e siècle, et Wagner, bien sûr, mort aussi en 1883, donc tous des gens du 19e siècle, et cette grande tradition de la musique allemande a continué après le 19e siècle, et d'ailleurs on peut dire qu'elle s'est terminée, encore une fois, je ne vais pas trop me focaliser sur l'Allemagne, mais elle s'est terminée après la dernière guerre mondiale avec un très grand compositeur qui a été Richard Strauss, qui est le dernier des compositeurs. C'était en quelque sorte un attardé, c'était en pleine période de musique déjà contemporaine, quelqu'un qui écrivait encore une musique dans la continuité de tous ces compositeurs que je viens d'évoquer. Voilà, alors cet immense continent allemand a quelque peu, mais ça se comprend, hein, je l'assume aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très compréhensible, a en quelque sorte, comment dirais-je, j'ai un terme latin qui me vient en tête, un peu occulté la musique française, et on le comprend parce que la musique française, par rapport à cette ébullition allemande, cette grande profondeur allemande, il faut quand même le reconnaître, était une musique qui paraissait bien superficielle, artificielle, faite d'effets, et donc elle ne faisait pas le poids. Eh bien, justement, j'en reviens à mon premier propos, ça s'appelle exactement, je l'ai noté, c'est le centre, je ne l'ai pas là, oui, le Centre de musique romantique française a pour but, c'est donné comme mission de faire revivre cette grande période de la musique française un peu méconnue et un peu méprisée. Notamment, très rapidement, pour finir ce petit hommage à cette fondation Bruzzane, et pour encore une fois le reprononcer en italien, de toute façon, ils sont en Italie, ils sont à Venise, comme j'ai déjà dit, leur activité s'effectue à Venise. Il y a des concerts, par exemple, très prochainement. J'ai pris le temps, avant de venir, enfin ces derniers jours, de regarder sur Internet. Vous pouvez regarder en tapant... j'ai vu un petit peu leur programme. Par exemple, ils ont un concert consacré à la musique pour piano et violoncelle de Charles Koechlin, par exemple, compositeur très peu connu, que moi j'ai connu pour son œuvre didactique, mais enfin, il est peu joué, voilà. Enfin, donc ils font des concerts, ils font des enregistrements, ils font un travail de recherche, travail d'archivage aussi, ils organisent des colloques, et point non négligeable, ils participent à des réalisations de partitions, car il y a des partitions qui sont très lacunaires, très incomplètes, où on n'a que quelques parties. Voilà, donc il y a des compositeurs, des musiciens qui retravaillent sur certaines partitions afin de les éditer. Et nous en avons un exemple justement avec les Chevaliers de la Table Ronde. Alors je ne veux pas anticiper le propos, mais les Chevaliers de la Table Ronde, très rapidement, je vais en reparler après de toute façon, est une œuvre de 1866. D'ailleurs, je vais avouer très simplement que j'ai eu quelques petites sueurs froides la semaine dernière en regardant le texte, justement. Donc, il y a une version de 1866, et puis Hervé en a donné
une version en 1872. J'ai eu en main la version chant et piano, puisque comme vous savez, les opéras, tous les opéras du XIXe siècle, on les trouve évidemment dans leur partition d'orchestre, avec tous les instruments, mais d'un usage beaucoup plus pratique, on a recours aux versions chant-piano, qui permettent de lire facilement, parce qu'une partition d'orchestre, d'abord, c'est très volumineux, et c'est très difficile à lire quand même. Avec la version de piano, on y voit clair tout de suite. Eh bien, j'ai eu en main le texte chant-piano, et puis le livret, ce qui était le livret qui datait de 1866, et quel ne fut pas mon désarroi dans un premier temps quand j'ai vu que les deux textes ne coïncidaient pas. Donc la version de 72 est un peu différente, voire assez différente de la version de 66. Donc je me demandais ce que j'allais vous dire ce soir exactement, parce que j'ai à cœur évidemment de présenter précisément le spectacle qui aura lieu samedi soir. Eh bien, justement, pour reprendre ce que je disais à propos de cette fondation, des compositeurs retravaillent les textes, et ce sera le cas de cette représentation de samedi. C'est un texte qui est réécrit. Il est réécrit pour un ensemble de 13 instruments, ce que je trouve un choix extrêmement judicieux, pas le chiffre 13 précisément, mais le fait que ce soit une relativement petite formation. Ça a souvent un charme de timbre extraordinaire, plutôt que d'avoir des orchestres souvent un peu pâteux. Là, il y a beaucoup de... Si je dis, il n'y a pas de graisse dans un petit ensemble de 13 instruments. C'est très vivant, c'est très précis. Donc le texte a été réécrit pour 13 instruments. Il y aura 12 chanteurs. Et le texte est un petit peu réorganisé, pas énormément, mais enfin, en tout cas, c'est une version distincte. Donc voilà qui rentre tout à fait dans ces projets de cette fondation. Et cette fondation assure également des formations. Voilà. Alors maintenant, revenons à cette musique française que j'évoquais. Eh bien, la musique française au XIXe siècle, il y a eu D'abord, il y a eu quand même un grand nom, parce qu'il y a eu quand même un très grand nom, je vous pose la question, c'est Hector Berlioz, bien sûr. Hector Berlioz a été un très grand compositeur. Mais, moi, quand j'étais jeune, par exemple, Berlioz, ça me semblait un peu léger, quoi. Bon, eh bien, en fait, ça ne l'est pas du tout. Mais par rapport à Schumann, par rapport à Brahms, eh bien, il y a quelque chose dans la musique française. Je vais avoir un peu de mal à l'expliquer, là. Mais c'est que l'idée, l'inspiration du musicien français, elle est souvent en dehors de la musique. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre dit comme ça. Mais les éléments qui nourrissent le musicien allemand, c'est la musique elle-même. C'est-à-dire que dans une œuvre de Schumann, dans une symphonie de Schumann, dans une pièce pour piano de Schumann, il y a un contenu musical extrêmement dense. Je ne veux pas dire épais et indigeste, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais il est vraiment dense, c'est la musique qui se nourrit elle-même. Les idées sont des idées musicales. Le compositeur français a volontiers des idées qui sont extra-musicales. Je donne par exemple comme exemple, je pourrais donner comme exemple, on connaît, il y a une œuvre très connue du XIXe siècle d'Hector Berlioz, c'est par exemple la Symphonie fantastique. Eh bien, prenons par exemple son mouvement lent. Ce mouvement lent s'appelle la scène au chant. Bon, quand on écoute une symphonie de Brahms, déjà, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre. La musique se suffit, elle n'a pas besoin d'évoquer précisément des oiseaux, des pâtres. Pas du tout. La musique se nourrit d'elle-même. Chez Berlioz, il y a déjà cette idée qu'on va parler d'une scène au chant. Et puis, il y a des moments où la musique est réduite à presque rien. À la fin, je le dis très rapidement parce que je ne veux pas m'éloigner de mon sujet, mais au début, on entend deux instruments qui sont un cor anglais et un hautbois. Mais il n'y a pas d'harmonie. Vous imaginez chez Schumann toute l'harmonie, tout le contenu. Là, il n'y a pas d'harmonie. Ce sont deux simples mélodies qui sont des mélodies de berger. Et c'est un berger qui est symbolisé par ce hautbois, auquel répond un autre berger qui est dans la campagne plus loin. Donc il y a déjà cette sensation de paysage, d'espace. Et puis on entend ce hautbois qui chante une mélodie très simple en plus. Et au loin lui répond un cor anglais. Le mouvement se développe et à la fin, on entend de nouveau l'un des deux instruments, le hautbois, chanter sa mélodie et l'absence de réponse. Donc il y a cette espèce de... Le mot angoisse est un petit peu fort, mais cette absence de réponse. Et puis il y a des roulements de timbales, mais musicalement c'est peu de choses, des roulements de timbales. C'est une note ou deux qui évoquent le tonnerre qui passe au loin et l'absence de réponse.
Ça, c'est très français. C'est très, très français. Je pense qu'on peut presque résumer la musique française à ça. Je pense que ce serait excessif de le résumer à ça. Mais pour un musicien ayant, si j'ose dire, faim de musique et d'éléments musicaux à se mettre sous la dent, pour continuer dans cette métaphore presque vulgaire, et bien Berlioz, et bien pourtant c'est d'un charme extraordinaire, c'est d'une finesse extraordinaire, c'est d'une très grande poésie, et c'est ça la musique française du XIXe siècle. Et je crois qu'il est temps en effet de lui rendre hommage, de l'écouter, de lui porter attention. Alors il y a eu beaucoup dans la musique française au XIXe siècle, une part de musique. L'opéra a pris une part extrêmement importante dans la musique française. Et là aussi, on connaît quels opéras? On connaît les opéras allemands, Wagner, on connaît bien. On connaît les opéras italiens, Verdi, plus tard Puccini. Les opéras français sont quand même moins bien vus, si j'ose dire. En plus, ça, la langue française avait une réputation de n'être pas très facile à pratiquer dans la musique. Voilà. Voilà pour ce petit point sur la musique française. Maintenant, je voudrais aborder très rapidement, parce que ça m'amènera, je me rapproche de mon sujet, à savoir notre cher Florimond, qui a disparu de l'écran. Non, mais c'est bon, c'est bon. Louis-Auguste Florimond Ronget. Donc il est né en 1825. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais évoquer un petit peu sa vie après, sans trop rentrer dans les détails. Mais 1825, c'est un compositeur qui a donc, comme on disait dans le temps, fleuri sous le Second Empire. Et le Second Empire, justement, est aussi très symbolique du XIXe siècle français. Tout le XIXe siècle français ne se résume pas dans le Second Empire, mais il en est un élément d'abord central. Hein. Le Second Empire, c'est en gros 1850, enfin Louis-Napoléon est devenu empereur en 52, si mes souvenirs sont bons, mais enfin peu importe. Il y a eu d'abord le Premier Empire, faisons un petit cours d'histoire très rapide, le Premier Empire qui s'arrête en 1815, et puis une période que je me garderai bien de critiquer, mais qui est quand même une période qui n'est pas une période de grande expansion économique, disons-le, qui est la Restauration française avec Louis XVIII et Charles X. Après, il y a eu ce roi qu'on qualifie volontiers de roi bourgeois, puis la Révolution de 1848. Et enfin, c'est pas que je l'attendais spécialement, voilà le Second Empire. Second Empire, ce sont 20 ans, donc grosso modo de 1850, à la terrible défaite à la guerre contre la Prusse en 1870. Puis suivra la Troisième République. Et cette Troisième République, ma foi, ce sera la Troisième République telle que nous connaissons, une histoire très récente. Nous connaissons les républiques, la Troisième, la Quatrième et désormais la Cinquième. Mais cette Troisième République, du point de vue en France, elle s'inscrit dans la continuité de l'Empire, de toute façon, du point de vue de son développement économique. Alors, ce que je voulais dire, parce que là, il y a un rapport très direct avec non seulement Hervé, mais précisément les Chevaliers de la Table Ronde, c'est que la période du Second Empire, c'est une période, comme je le disais, au risque de me répéter, une période de grande expansion économique, mais alors je ne trouve pas le mot, mais avant la lettre, j'ai envie de dire de consommation. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est à cette époque que naissent ce que nous connaissons très bien, nous, aujourd'hui, les grands magasins, par exemple. Les grands magasins, c'est quelque chose de très emblématique, même des magasins qui ne sont pas forcément nés, qui se sont surtout développés sous la Troisième République. Un romancier français en a beaucoup parlé, mais plutôt dans les années 1880, encore une fois dans la continuité, c'est bien sûr Émile Zola, dans un livre, dans un roman qui est Au bonheur des dames, qui fait partie du cycle important des Rougon-Macquart. Peu importe, ne parlons pas de Zola maintenant, mais voilà un des aspects que je voulais signaler de modernisme. Le modernisme est un mot qui m'horripile les trois quarts du temps, je fais juste une parenthèse. J'ai lu quand même pas mal d'ouvrages dans ma vie sur des auteurs les plus divers, que ce soit des poètes, des écrivains, des musiciens. À chaque fois, on trouve la sempiternelle phrase « il était déjà moderne ». Alors ça m'agace, j'en ai encore lu récemment une sur Dante Alighieri, qui est un auteur sur lequel je travaille pas mal, ce poète florentin du XIVe siècle, et ça n'a pas raté, j'ai vu dans le commentaire, il était déjà moderne. Bon, enfin bref. Alors là, je le dis, le Second Empire était, lui, moderne pour de bon, c'est-à-dire qu'on commençait sous le Second Empire des choses de notre vie quotidienne que nous connaissons.
J'en énumère 2 ou 3. Une qui m'importe beaucoup, ce sont ces fameux grands magasins. Donc le BHV, par exemple, a commencé sous le Second Empire. Il s'est vraiment épanoui sous la Troisième République. Mais le BHV, ça date de ces époques-là. Enfin, la Belle Jardinière, la Samaritaine, voilà, on connaît ça. C'est l'époque de la photographie aussi. D'ailleurs, le voilà. Voilà, il est photographié. Je ne sais pas de quand date exactement cette photo. À mon avis, elle date du Second Empire. On connaît bien les photos, une photo de Charles Baudelaire, on a des photos même de Victor Hugo, on a une photo de... Enfin, il y a aussi un élément qui est très proche de nous, c'est les gares parisiennes. La gare de Lyon, la gare du Nord sont des réalisations de cette époque. Comment? Il y a un problème? Ah, marche pas, oui, j'entends. Dites-le moi parce que moi, j'entends pas. Voilà, ça va là, ça se passe bien? Un peu plus près? Je vais essayer. J'ai apporté mes notes, mais je ne les regarde jamais quand j'écris des notes. C'est insupportable, mais bon, je finirai un jour par y arriver. Je suis peut-être trop bavard. Bon, je termine avec cette évocation. Ça va, là, c'est pas trop fort, là. J'ai l'impression que ça sature un peu. Bon, d'accord. Je termine avec cette évocation du Second Empire pour faire une petite allusion aux chevaliers de la table ronde, dont les personnages, je vais en parler après plus précisément, mais sont des personnages augustes. Ce sont des chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire Lancelot du Lac, par exemple, ou des chevaliers qui viennent, je l'évoquerai aussi en parlant tout à l'heure de ça, ça j'y tiens beaucoup, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, de l'Arioste, c'est-à-dire de ces grands poèmes épiques italiens du XVe siècle. Il y a 2 grands poèmes épiques, allez, j'en parle tout de suite parce que je suis parti, qui sont le Roland Furieux, en italien c'est Orlando Furioso, le Roland Furieux qui est un immense poème en 46 chants et 38 000 vers, 38 700 vers, enfin c'est quelque chose, c'est une œuvre extrêmement vaste. Et puis la deuxième œuvre qui est aussi très très importante mais qui ne nous touche pas, ne nous regarde pas directement concernant ces chevaliers, c'est mais qui est tout à fait parallèle à celle de l'Arioste, celle de Tasso, on dit en français le Tasse, Torquato Tasso en italien, et cette œuvre est, je le dis aussi en italien, la Gerusalemme Liberata, ce qui est la Jérusalem libérée, évidemment, et qui, ces 2 poèmes, autant le Roland Furieux que la Jérusalem libérée, sont une continuité, mais au XVIe siècle, c'est-à-dire une époque déjà tardive, de l'évocation de la geste, pour dire, de Charlemagne, carolingienne, de Roland à Roncevaux, voilà, avec tout un merveilleux qui s'y est ajouté et des histoires, oui, fantastiques, puisqu'il va même sur la Lune à un moment, un des personnages se retrouve même sur la Lune, alors on ne sait jamais si c'est tout à fait imaginaire ou réel. Enfin bref, j'arrête sur ce propos pour dire que ces personnages augustes que sont Roland, donc qui vient directement de l'Arioste, je les cite rapidement comme ça, Roland, Renaud, le fameux Renaud qu'on trouve dans des opéras qui ont été repris, qui s'appelle en italien Rinaldo, qui est voilà, la fameuse Angélique, qui est poursuivie par Roland et par Renaud aussi, décidément elle avait du succès, dans l'Arioste. Eh bien ces personnages qui sont des personnages qu'on peut qualifier de grandioses, eh bien là, ils se retrouvent bien penauds, affublés dans les Chevaliers de la Table Ronde, d'aspects vraiment très Second Empire, certains philosophes très exquis et très savants diraient que, je reprends un peu ça à mon compte, mais enfin je ne veux pas être pédant, hein, c'est loin de moi cette idée, que le Second Empire, qui d'ailleurs est aussi l'époque de Karl Marx, hein, ne l'oublions pas, est aussi la période de, certains ont dit, de l'avoir. En effet, c'est l'époque de la multiplication des objets. Les objets pullulent. Justement, dans ces grands magasins, il y a de tout. Eh bien, c'est une société de l'avoir qui s'oppose à ce qu'on a. Alors, je fais ce sera la minute pédante, qui s'oppose à ces sociétés de l'être, être et avoir. Bon, on se comprend, qui sont cette période de la chevalerie, qui évidemment s'embarrassait de peu d'objets. Voilà pour ce Second Empire. Je vais en arrêter là. Je signale simplement une chose, oui, parce que quand même, il faut que je respecte mon petit programme.
J'évoque aussi une chose qui est très importante. J'ai évoqué un peu la musique française en parlant d'Hector Berlioz, mais il y a un élément très important à l'époque qui est l'opéra français. Si je l'ai dit rapidement, mais je le réévoque un peu plus précisément. L'opéra français a été ce qu'on a appelé aussi le grand opéra français. Il faudrait rouler les airs dans grand opéra français. En effet, cet opéra était un opéra volontiers un peu pompeux, mais il a donné de très belles choses. Alors, l'auteur, le grand auteur, mais qu'on joue très peu aujourd'hui, peut-être un peu à juste titre, je pense qu'il y a des aspects un peu ennuyeux dans son œuvre, c'est Meyerbeer. Et Meyerbeer, par exemple, était détesté des musiciens, y compris des musiciens de ma génération, qui le considéraient comme franchement un raseur, pour être un peu vulgaire. Ça va, là, j'ai touché le micro. Ce sont des grands opéras pompeux qui n'en finissent pas déjà, qui sont très longs, très développés, et où il y a beaucoup d'actions, des ballets, des machineries, enfin, et la musique elle-même est assez pompeuse. Son principal représentant est Meyerbeer, et Meyerbeer est un peu une synthèse, c'était un peu d'une certaine manière un Français, c'est un des fleurons de la musique française, mais c'était un peu un cosmopolite, il n'était pas français d'origine, il était allemand. Et il a introduit en France, enfin c'est pas lui qui l'a introduit, non certainement pas, mais enfin il a utilisé dans ses opéras l'orchestre allemand, c'est-à-dire un orchestre déjà assez conséquent qui vient de Beethoven, de la tradition beethovenienne, mais il y a introduit une musique qui est très différente de la musique allemande, il y a introduit une certaine volubilité à la manière de Rossini, en modifiant la musique de Rossini, parce qu'en l'adaptant à la France, puisque Rossini, c'est en italien, il y a une grande volubilité dans Rossini, et la musique française, la langue française, c'est une autre paire de manches. Donc Meyerbeer est un de ceux qui a introduit, enfin, c'est pas lui qui l'a introduit, parce que la langue française a été longuement traitée déjà dans l'opéra par des gens comme Jean-Philippe Rameau, mais enfin, Meyerbeer a fait cette espèce de synthèse, c'est ça que je voulais dire, entre l'orchestre allemand, la mélodie rossinienne, et une certaine tradition française. Il y a des opéras comme Robert le Diable, je l'ai noté pour ne pas les oublier, parce que Robert le Diable, qui a eu un énorme succès dans les années, un peu avant le Second Empire, dans les années 30, Les Huguenots, Le Prophète, L'Africaine, enfin tout ça, ce sont une période vraiment très importante de la musique française. Dernier petit détail sur le Second Empire, il y a aussi ce qu'on appellera, je ne sais pas si le terme était vraiment employé à l'époque, mais on l'emploiera beaucoup jusqu'à notre époque, c'est le théâtre de boulevard. Alors justement, le théâtre de boulevard, lui, rejoint un peu ce qu'on va trouver dans l'opérette qui nous occupe. Le principal représentant du théâtre de boulevard de cette époque, c'est-à-dire la période Second Empire, c'est Eugène Labiche. Eugène Labiche. L'autre représentant de ce théâtre sera Feydeau, mais c'est un petit peu après, c'est plutôt la Troisième République, c'est plutôt les années 1880. Et Eugène Labiche, je citerai juste une œuvre comme ça, c'était des gens qui écrivaient énormément, comme Hervé d'ailleurs. Il a écrit, je n'ai pas compté, mais si on regarde la liste des opéras et des opérettes d'Hervé, il y en a. Enfin, on a l'impression de lire un bottin. Donc Labiche, c'est pareil, il y a beaucoup d'œuvres, mais il y a une œuvre qui est très connue, c'est par exemple Le Voyage de Monsieur Perrichon. Le voyage de M. Perrichon, je crois que ça commence, je ne suis pas sûr, j'ai lu ça il y a très longtemps, je crois que ça commence à la gare de Lyon. Bon voilà, c'est bien toute cette ambiance du Second Empire. Voilà, j'arrête pour le Second Empire. Je vais regarder un petit peu, voilà, je vais peut-être... Non, je garde cette image. Parlons un petit peu de ce cher Florimond, donc Louis-Auguste Florimond, est né en 1825. C'était un homme, il a été un homme, j'allais dire un homme à tout faire, il a fait énormément de choses cet homme-là, mon Dieu. Il a été acteur, c'est-à-dire qu'il a joué des pièces sans les chanter, il a été chanteur, donc il a chanté dans des opéras, des opérettes, les siennes lui-même, qu'il écrivait et qu'il allait chanter, il montait sur scène, et il a été aussi auteur, donc il était acteur, chanteur, comédien, mais aussi auteur dramatique. Il écrivait les textes, et compositeur, il écrivait la musique. Et non content de ça, il était aussi directeur de troupes et de salles, et d'opéras, de petits opéras. Les petits opéras, notamment, j'y ferai allusion, je le dis tout de suite, un opéra qui s'appelait, le nom va me revenir, peu importe, Les Folies
Bon, je vais le voir ici, les Folies. Enfin, c'est un opéra qui s'est transformé et qui est devenu aujourd'hui, qui existe toujours, qui est l'opéra, qui est la salle de théâtre des Jazets. Bon, je crois qu'on connaît, hein, des Jazets, qui est à côté de la place de la République. Eh bien, c'est lui qui a été le premier locataire, si j'ose dire, de cet établissement. Voilà. Pour situer... alors, je tiens à préciser aussi tout de suite une chose, c'est que Hervé, peut-être aujourd'hui, je mets une petite réserve parce que je ne sais pas vraiment, en fait, ça, je ne sais pas vraiment, c'est difficile à démêler, je veux dire. Le créateur de l'opérette, on considère généralement que le créateur de l'opérette est ce compositeur qui lui a fait de l'ombre, beaucoup d'ombre, jusqu'à l'occulter complètement, c'est Jacques Offenbach. Jacques Offenbach est son exact contemporain. Offenbach a créé l'opérette, mais Hervé l'a créé aussi. Et certains aujourd'hui auront tendance à dire, tout bien réfléchi, que c'est bien Hervé qui a créé l'opérette. Hervé était, ça aussi je vais développer un tout petit peu cet aspect que je trouve très intéressant. Hervé était d'une famille pauvre. Bon, je ne vais pas insister et larmoyer sur son origine modeste. Il était d'une famille pauvre. Mais enfin, c'est très intéressant de voir aussi que cet homme-là a, si j'ose dire, soyons vulgaires, a beaucoup galéré pour parvenir à édifier son métier, son œuvre. Parce qu'à l'époque, ça n'est pas simplement une question d'origine sociale. Je crois que ça compte beaucoup, évidemment, surtout à l'époque. Mais indépendamment de l'origine sociale, il y avait des portes qui étaient fermées quand même. C'est ça que je veux dire. Et une des portes fermées, très fermée pour lui et infranchissable, et qui pourtant à l'époque revêtait une importance considérable et qui est bien caractéristique de la France, la situation n'est pas du tout la même ni en Italie à l'époque, ni en Allemagne, ni en Angleterre, c'est l'opéra, c'est le Conservatoire de Paris. Aujourd'hui, il a continué, ce conservatoire existe toujours, on l'appelle le CNSM, Conservatoire national supérieur de musique de Paris et de danse. Voilà, et bien à l'époque, ce CNSM, qui ne s'appelait pas CNSM, c'était le conservatoire, était une institution incontournable. Et il était très difficile pour un musicien, donc forcément d'origine modeste, avec un parcours un peu chaotique et pas forcément ayant pris la voie royale des études musicales, donc ne pas accéder au conservatoire, c'était quand même un handicap très important. La France, évidemment, je ne l'apprends à personne, est encore aujourd'hui, d'ailleurs, on est marqué par une histoire, évidemment, par rapport à l'Allemagne, par exemple, et l'Italie, était un pays très centralisé. C'est un pays centralisé, évidemment, déjà sous l'Ancien Régime. La Révolution française, en a remis une couche dans la centralisation. Et il y a des passages très drôles, par exemple. Je conseille de le lire. C'est un livre qui se lit vraiment comme un roman. Et c'est son auteur lui-même qui le dit que sa vie était un roman, c'est Hector Berlioz. Berlioz a écrit des mémoires, oui, ça s'appelle Mémoires, on le trouve en livre de poche très facilement, et Berlioz raconte que lui aussi avait une origine assez modeste. Il n'avait pas suivi non plus cette voie royale des études très sérieuses de musique, avec l'étude de l'harmonie, du contrepoint, du piano incontournable, de l'orgue très très souvent, qui est quand même une chose capitale pour un musicien, parce que le piano est un instrument qui permet évidemment d'avoir beaucoup de voix simultanées. Si on est flûtiste, c'est magnifique la flûte, loin de moi, mais avoir une formation de compositeur, ça passait quand même par une maîtrise d'un instrument à clavier, qui était le piano et l'orgue, et puis par le conservatoire à l'époque. Et bien quelqu'un comme Berlioz a eu beaucoup de mal avec ce conservatoire. Il est quand même parvenu au prix de Rome, mais il y a des moments, je reprends mon premier propos sur le conservatoire. Il raconte que quand il était jeune, il était à Paris, il était fauché d'ailleurs, et il voulait absolument étudier les opéras dont il était complètement fou. C'était les opéras de Gluck à l'époque, qui était encore un compositeur cosmopolite d'ailleurs, d'origine allemande. Je passe très vite sur Gluck, mais qui est un petit peu la continuité de Rameau. Donc à l'époque de Louis XVI, le grand compositeur d'opéra en France était Gluck, un compositeur très dramatique au sens que sa musique était très imprégnée d'action, et pour cause. C'était un compositeur d'opéra qui a écrit Alceste, Iphigénie en Aulide, Iphigénie en Tauride aussi, etc. Berlioz était absolument fou de ses œuvres.
payait des places très bon marché pour aller au Poulailler dans les opéras, pour aller écouter les opéras de Gluck. Et il voulait absolument pénétrer dans ce fichu, passez-moi l'expression, conservatoire, la bibliothèque du conservatoire. Et à chaque fois, il se faisait mettre à la porte parce qu'il ne faisait pas partie officiellement des lieux. Il n'était pas étudiant, donc dehors par le directeur de l'époque. C'est assez drôle, il raconte ça de manière très drôle en imitant l'accent italien du directeur, qui était le compositeur Cherubini. Qui lui disait « Messieurs, vous n'avez rien à faire ici, dehors, etc. » Voilà. Bon. Alors ça, c'est un peu le tableau. Je reviens à notre Hervé, qui avait cette origine modeste et qui donc a eu beaucoup de mal à franchir les étapes importantes. Les portes ne se sont pas ouvertes facilement. L'accès aux opéras aussi, c'est-à-dire pouvoir produire ses œuvres, ça a été un chemin très compliqué. Voilà. Que voulais-je dire? Vous n'allez pas me le dire. Oui, donc je voulais parler de sa formation, pardon. Sa formation, très très rapidement, je fais un petit point sur sa formation. Sa formation, quelle a-t-elle été? Ça a été la formation de beaucoup de musiciens français. Évidemment, en Europe, c'était pareil. C'était qu'un jeune garçon, souvent, ça a été le cas au XVIIIe siècle, par exemple, c'est le cas de Couperin, dont je parlais, et de Jean-Philippe Rameau. La formation d'un musicien, c'était d'aller chanter à l'église, tout simplement. Mais chanter à l'église, ça voulait dire, ça n'était pas une chose sporadique, c'était un travail quotidien et très jeune. Donc quelqu'un comme Rameau, par exemple, et si on remonte plus loin en Italie, j'ai parlé il n'y a pas longtemps de Monteverdi. Monteverdi a eu sa formation très jeune, quand il avait 6 ans, hein, très très jeune, dans la maîtrise de la cathédrale de Crémone à la fin du XVIe siècle. Bon, là je remonte un petit peu loin, mais ça a été des formations en Europe très importantes, aller chanter à l'église. C'était un engagement très important et surtout très jeune. Donc les oreilles se formaient dans ce cadre-là. Ça a été le cas pour Couperin. Ça a été le cas, Couperin, originaire de la Brie française, dans son église de Brie dans les années à la fin du XVIIe siècle, Rameau au début du XVIIIe à la cathédrale de Dijon, puisque Rameau était originaire de Dijon. Et donc pour notre cher Florimond, encore une fois, lui c'était l'église de Saint-Roch. On la connaît, elle est du côté de l'Opéra aujourd'hui d'ailleurs, pas très loin, dans le centre de Paris. Et donc, très jeune, c'était une pratique quotidienne, c'est-à-dire qu'il fallait chanter juste, donc c'est une sacrée école d'oreille. Hein. Ça n'est pas ça sera ma minute de méchanceté, bon, il ne faut pas m'en vouloir, mais j'en ai souffert moi-même en tant que professeur. Un misérable cours de formation musicale, non, mais il y a des très bons cours de formation musicale en France. Hein. Mais enfin, où on va chanter 2 minutes dans la semaine, là, c'est une imprégnation, c'est tout à fait différent. C'est un chant quotidien, c'est un chant polyphonique, un chant à plusieurs, en général à 4 voix, mais des fois plus. Et puis, c'est aussi un endroit, ça a été le cas pour les compositeurs que j'ai cités, pour Couperin, Rameau. C'était un endroit où on apprenait la musique aussi à l'écrire, à comprendre la structure de la musique. Ça n'était pas simplement le fait de chanter, mais si on le souhaitait, évidemment, il y avait toujours des maîtres, les fameux maîtres de chapelle, qui étaient des gens extrêmement savants sur le plan musical et qui étaient les professeurs privilégiés, surtout à une époque précédant la Révolution qui a inauguré ce conservatoire de Paris, à l'époque où il n'y avait pas de conservatoire. Une des principales sources d'apprentissage, c'était l'Église, évidemment. Hein. Et ça a formé beaucoup de musiciens, peut-être une majorité de musiciens, y compris une majorité de musiciens qui n'ont jamais été des musiciens religieux, pas du tout. Mais les oreilles ont été formées dans ce cadre-là. Voilà. À cette époque, il s'est montré, on s'en doute, très doué pour la musique, c'est-à-dire très doué, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire très attentif, à avoir une oreille extrêmement précise, avoir une intuition des éléments musicaux. Donc ça se voit assez vite, quelqu'un qui est très doué, qui repère très vite, qui a très vite compris, qui chante juste, qui mémorise très vite. Donc il a été repéré et on s'est occupé de lui, comme c'était souvent le cas dans ses maîtrises. Et très vite, on l'a poussé plus loin et on l'a amené jusqu'à Aubert, un musicien français, un des grands musiciens français qui n'est pas joué aujourd'hui. Il n'est pas joué. Personnellement, je n'écoute pas tous les jours de la musique d'Aubert. Bon, voilà, j'ai peut-être tort d'ailleurs. Hein. Mais Aubert, un grand musicien français qui a écrit beaucoup d'opéras
eh bien, on l'a confié à Auber, qui lui a donné des leçons de composition. Auber n'est pas un petit compositeur, d'ailleurs, entre parenthèses, évidemment, c'est un peu prosaïque ce que je vais dire, mais il y a une belle station de métro, le RERB, je crois, ou il y a la station Auber. Bon, voilà, c'est bien de lui dont il s'agit. Et voilà. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que je crois que je suis bavard. Je vais regarder un petit peu... Pardon. Alors, juste, je précise un petit peu ses premières activités musicales. Il a été organiste. Ça, vous voyez, ça c'est aussi très important. Donc, à l'église, il y avait, oui, il faut le préciser aussi, il y avait la formation auditive, le chant, la capacité de chanter, de mémoriser, d'entendre, mais il y avait aussi cet aspect extrêmement pratique de la musique qui est de jouer sur un clavier. Et quel clavier? Sur un orgue, où évidemment, peu importe que les claviers soient superposés ou pas, quand on est sur un clavier, on est sur un clavier, qu'il y en ait 5 ou 1, c'est pareil. Hein. On est simplement comme ça, mais enfin il y a un pédalier, donc les œuvres d'orgue sont souvent extrêmement complexes puisqu'elles sont écrites sur 3 portées. Quelqu'un qui joue à l'orgue des œuvres déjà très complexes, qui sont celles par exemple de Jean-Sébastien Bach, il a déjà un peu affaire à une partition d'orchestre, hein, donc c'est une très très solide formation. Et c'est pour ça ici que j'ai mis cette belle photo légèrement floue d'ailleurs, mais peu importe. Je vais passer la suivante. Il a été très vite... Voilà, celle-ci est plus belle encore, c'est le même orgue. Hein. Il a été employé à l'orgue de Saint-Eustache. C'est l'orgue de Saint-Eustache, qui est un instrument absolument formidable. Il a été restauré depuis, mais enfin, c'est aussi grand qu'un immeuble parisien. Enfin, c'est très impressionnant. Hein. C'est un immense... Et alors là, il jouait évidemment quotidiennement, parce que quand on est organiste dans une église, surtout au XIXe siècle, où le culte est extrêmement régulier, ça veut dire tous les jours, hein. Et y compris évidemment pour les grandes occasions, pour les messes, etc. Et puis aussi des concerts, parce on jouait aussi, indépendamment des offices religieux, on jouait aussi des concerts. Voilà. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de musiciens français qui ont été formés à l'orgue, et je veux simplement citer des noms comme Gounod, par exemple. Gounod, qui est un autre compositeur français. Voilà, je passe très vite là-dessus, parce que je ne peux pas m'attarder sur quelqu'un comme Gounod. Mais Gounod a été un organiste. Hein. Il a été un musicien de musique religieuse essentiellement. D'ailleurs, il a écrit de très belles choses dans ce domaine, hein, indépendamment de ses opéras très connus qui sont Mireille ou Faust. Voilà. Je passe ici. Voilà, bon, ça j'en parlerai un petit peu tout à l'heure de lui. Lui, c'est son grand rival. C'est Jacques Offenbach. Hein. On voit bien que c'est la même époque, hein, né un petit peu avant. Né 6 ans avant, enfin ce sont des contemporains, mort à peu près... Bon, le pauvre, il est mort un peu plus tôt. Hervé est mort en 92, comme on l'a vu précédemment. Offenbach a disparu en 80. Bon, mais enfin, ce sont quand même des contemporains. Je disais son rival certes, oui, mais ça a été un ami aussi, c'est ça que je veux dire. Ça a été aussi un ami, donc ils s'entendaient très bien en même temps, et ils ont collaboré. Enfin, ils ont collaboré... C'est un peu excessif ce que je dis. Ils ont eu des moments de rencontre, dirons-nous. Voilà, résumons ça comme ça, parce que Offenbach, par exemple, a joué dans les établissements qu'a tenus Hervé. Hervé a invité et a fait jouer de l'Offenbach. Je ne sais pas comment on doit dire du Offenbach ou de l'Offenbach. Il a joué, il a chanté, il a lui-même chanté. Je crois qu'il a chanté, je suis sûr, parce que je l'ai lu récemment. Par exemple, Hervé a chanté dans Orphée aux Enfers. Voilà. Donc voilà pour sa formation. Il y a eu une période aussi, je crois que c'était juste avant, peu importe, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, parce que j'ai un peu hâte, à vrai dire, et peut-être vous aussi, d'arriver au vif du sujet, c'est-à-dire au chevalier. Donc, pardon, excusez-moi, en fait, je voudrais évaluer un petit peu le temps. Oh là, mon Dieu. Je crois que je vais passer, hein. Je vais passer, passons. Je vais aborder directement... les chevaliers. Je vais aller un petit peu vite, donc. Oui, ça c'est très intéressant, je le montre quand même. Je l'ai à peine évoqué d'un trait de plume. Il n'y a pas de plume, mais enfin, c'est le Second Empire. Là, c'est une image qui vraisemblablement précède légèrement le Second Empire, mais c'est moi qui ai écrit le boulevard du crime. C'est le fameux boulevard, je crois que c'est le boulevard du Temple actuel, où se déroule un film qui, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est Les Enfants du Paradis, et on voit
c'est ce décor-là, les Enfants du Paradis, c'est là que ça se passe. Et là, il y a tous les théâtres où Hervé a donné ses représentations, en passant d'un théâtre à l'autre, en sautant comme une puce de l'un à l'autre. Je passe un petit peu vite ces belles images, d'ailleurs. Voilà, par exemple, ici, on voit une image où c'est le même endroit, c'est le boulevard du Crime, qui est le boulevard du Temple. On voit des théâtres comme le théâtre de la Gaîté. Alors voilà un théâtre qui est en plein milieu ici, c'est le théâtre des Folies Dramatiques. Il a beaucoup joué aux Folies Dramatiques. Le théâtre impérial du Cirque, ça c'est autre chose, etc. etc. Donc oui, il y a un théâtre qui est très intéressant ici, qui est tout à fait au début, allons, disons tout, théâtre Lazari, le théâtre des délassements comiques. Il a été au théâtre des délassements comiques à une époque. On voit ensuite un théâtre, là, le troisième avec le nom, c'est le théâtre des Funambules. Le théâtre des Funambules dans Les Enfants du Paradis, c'est là que se trouve le personnage de, son nom m'échappe, qui est un mime, le mime, pardon, qui est Baptiste, qui est joué par Jean-Louis, pas Jean-Louis Fabre, mais Jean-Louis Barrault, décidément, une chose, bon. Voilà, c'est ce décor-là. Hein. Je continue, voilà, ça c'est une belle image qui est un tableau des années, mais c'est très intéressant, je trouve que c'est assez touchant. C'est un tableau des années 1820, c'est l'entrée du théâtre. On voit un peu cette agitation. Oui, c'est aussi cet aspect, on le voit dans Les Enfants du Paradis, c'est le caractère populaire aussi. C'est-à-dire que c'était pas, les gens allaient beaucoup au théâtre et s'entassaient un peu, d'ailleurs, puisqu'on voit dans Les Enfants du Paradis, ils sont tous au fameux paradis, c'est-à-dire aux places pas chères là-haut. Voilà ici une image, les Bouffes parisiens, par exemple. C'était aussi un théâtre où s'est produit Hervé. On voit une partie du public aux Bouffes parisiens. Voilà une scène aussi que je trouve très intéressante. On a à peu près la même scène dans Les Enfants du Paradis, hein, puisqu'on voit l'action et on voit bien les loges. Hein. Enfin, de toute façon, on connaît bien, puisque l'Opéra de Paris, c'est comme ça. Mais si vous avez vu les fameux Enfants du Paradis, on voit le fameux acteur, le maître, qui est dans les loges et qui interpelle les acteurs. Enfin bon, ne parlons pas de cette... voilà. Ici, un autre... Ça, c'est les Bouffes parisiens, avec le titre qui s'affiche sur le rideau, le Mari à la porte, tout un programme. C'est toute l'ambiance Labiche aussi. Le Mari à la porte, c'est une œuvre d'Offenbach. Voilà, ici, je continue, les Bouffes parisiens tels qu'ils sont aujourd'hui. Ça, c'est une photo des années 2000, 2010, les Bouffes parisiens. Donc, ils sont toujours là. Ils ont la peau dure, parce que la vie n'est pas toujours facile. Voilà, ici, je passe rapidement à un théâtre qu'a fréquenté, encore une fois, Hervé, le théâtre de l'Ambigu, du côté de Strasbourg-Saint-Denis, par là. Hein. Exactement. Bon. Je crois que certains d'entre vous reconnaîtront ce bâtiment. Hein. Il y a le boulevard... les noms m'échappent des endroits précisément. Voilà ici les Folies Dramatiques, c'est 1820. Je vais passer une autre image après, c'est très intéressant, parce qu'on voit le même établissement en 1905, c'est une photo, là. Voilà, donc c'était toujours, on voit écrit hein, Folie Dramatique, on le voit un peu, c'est légèrement effacé. Voilà le théâtre des variétés, un de ces théâtres au début du XIXe siècle. Regardez-le bien, la photo d'après est une photo récente. Le voilà, il est toujours là, avec une programmation « Adieu, je reste ». C'est tout un programme. Enfin, l'esprit est toujours le même, d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, je passe rapidement sur cette image que je trouve assez belle et assez drôle, qui est une troupe du théâtre du Palais Royal en 1854, au début de ce Second Empire. Voilà ici une chose que j'ai tenu à montrer, c'est le plafond du théâtre des Jazets. C'est un plafond qui a été fait dans les années... enfin assez récemment, dans les années 70, hein. Mais enfin, ce théâtre est toujours là. D'ailleurs, quelqu'un comme par exemple Coluche a joué dans ce théâtre dans les années 70, hein, au début des années 70. Alors nous voilà, j'avance, avançons. Les Chevaliers de la Table Ronde, donc c'est un opéra bouffe, en 3 actes. Il faut savoir que c'est son premier opéra bouffe en 3 actes. Il y avait, je passe vite parce que je veux passer de la musique et je n'aurai pas le temps sinon. Il y avait des restrictions terribles à l'époque de représentation. C'est-à-dire que quand on ne faisait pas partie, il n'y avait que des exclusivités, je veux dire, on ne pouvait pas représenter des œuvres lyriques, c'était interdit. Et d'ailleurs, Offenbach et Hervé en ont subi les conséquences en bravant les interdictions et se sont coltinés, si j'ose dire, des amendes
Pour eux, la vie n'était déjà pas très facile, alors se retrouver avec des amendes lourdes, voilà. Donc, on représentait à l'époque de l'interdiction, les théâtres ont été libérés, si j'ose dire, en 1864, l'œuvre date de 1866. Avant 1864, il valait mieux écrire de très courtes pièces, de très courtes œuvres, si on voulait pouvoir être accepté, voilà. Il y avait sinon l'opéra, le grand opéra, qui deviendra par la suite l'opéra Garnier, d'ailleurs encore une réalisation du Second Empire. Il y avait aussi l'opéra comique, mais à part ces deux grands établissements, on ne pouvait pas passer de grandes œuvres. Donc là, c'est sa première œuvre en 3 actes, donc développée, comme nous le verrons et comme vous le verrez samedi soir. Petite remarque sur les auteurs, ça m'a toujours un peu amusé. Parole, enfin le texte est de 2 auteurs, ça m'a toujours amusé les gens qui se mettent à 2 pour écrire un texte, enfin bref. Henri Chivot et Alfred Duruy, qui étaient des gens, paraît-il, très doués, très doués, qui étaient très habiles à trousser des scénarios très habiles. Mais il semblerait que Hervé ait mis la main à la pâte. Sa plume se reconnaît, il avait tellement l'habitude d'écrire, il avait des goûts particuliers, comme par exemple, il y a un personnage qui est Merlin, oui je crois que c'est Merlin, peu importe, non c'est Médor, un personnage qui s'appelle Médor, qui tout d'un coup s'adresse directement au public, ça c'est très Hervé ça, et il est fort probable que ce soit une modification d'Hervé. Donc les 2 auteurs sont ce fameux Chivot, enfin ce fameux, pas si fameux que ça, Chivot et Duruy. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit à 2, comme par exemple Flair et Caillavet, ou Caillavet, Flair et Caillavet, avec le fameux habit vert, un peu plus tard, sous la Troisième République. Voilà. Et puis le binôme m'a toujours semblé un peu drôle. Je crois que je suis influencé, encore une fois, par Les Enfants du Paradis. Souvenez-vous, vous avez vu ce film. Il y a les fameux 2 auteurs exécrables dont se moque Frédéric Lemaître, l'acteur, et ils sont 2. Et ils ont l'air de 2 nigauds, finalement. Alors ces 2-là ne sont pas 2 nigauds, mais enfin, bon, voilà, ils sont 2. Alors, je continue. J'arrive au nœud de la question. Les personnages, je vais aller très vite sur ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'Arioste et du Roland Furieux. Il y a un certain nombre de personnages des chevaliers qui viennent de l'Arioste. Parmi eux, Rodomont. Rodomont, que ce soit chez l'Arioste, est une figure qui remonte à l'Antiquité, soyons brefs, qu'on trouve dans le Miles Gloriosus de Plaute, enfin, c'est-à-dire c'est l'image du soldat fanfaron, qu'on trouve aussi, je le dis rapidement, dans la pièce de Corneille qui est l'illusion comique, qui est Matamore. Le Matamore, être un Matamore, c'est devenu un Rodomont aussi, mais moins. Être un Matamore, c'est devenu un nom commun. Et enfin, c'est l'image de ce soldat vantard, etc. Là, il ne s'agit pas de ça, mais le nom est quand même adopté. Alors, le duc Rodomont, aussi chose que je trouve assez touchante, c'est qu'on se situe, on est dans un pays un peu imaginaire dans l'histoire. Où est-on exactement? Bien malin celui qui pourra le dire. En tout cas, ça se passe dans un espèce de Moyen-Âge, un vague Moyen-Âge. Et le duc, c'est tout un petit monde et il y a un duc. Ça me fait penser un peu aux pièces de Shakespeare, comme par exemple La Nuit des Rois, il y a un duc. Voilà, ça se passe dans un pays un peu imaginaire. Chez Shakespeare, il l'appelle l'Illyrie, mais enfin, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, ça ne s'appelle rien du tout, d'ailleurs. Enfin, il y a le duc. Donc, c'est lui qui est un petit peu le sommet de la pyramide de tout ce monde. Alors, il est flanqué d'une part de sa fille qui est un peu naïve, voire très naïve, Angélique, qui est aussi un personnage qui existe dans le Roland Furieux de l'Arioste. Et puis, évidemment, le comique de la... On s'attend à un nom un peu extraordinaire, c'est la duchesse Totoche, qui est sa femme, et qui était quelque peu volage, donc on retrouve un peu la veine chez la biche. Quant à Rodomont, le pauvre, il est dépassé par les événements. Ensuite, Merlin. Alors Merlin, je lis là ici, enchanteur et maître d'école. Alors c'est pas Merlin, c'est Merlin II, c'est le fils. Donc il est successeur et fils de son père. Je vais vite parce que je n'aurai pas le temps sinon. Médor, c'est en quelque sorte, alors c'est un personnage aussi de l'Arioste. Médor, dans l'Arioste, je le dis entre parenthèses, il y a un rapport là, c'est le grand amoureux
d'Angélique, mais c'est un amour partagé, et c'est l'amour entre Médor, Medoro en italien, évidemment Médor en français, c'est devenu le nom d'un petit chien, Médor vient ici. Bon. Mais Médor en Italie, ça évoque tout à fait autre chose. Et Médor est l'amoureux d'Angélique dans l'Arioste, et c'est ce qui provoquera la folie de Roland, d'où le titre Le Roland furieux. Voilà. Donc là, Médor il y a, et Médor dans l'Arioste aussi est un personnage modeste, c'est un homme du peuple, c'est un berger. Et bien là aussi, c'est un personnage très modeste, et il se fait employer comme pion en quelque sorte par Merlin, qui est le directeur d'une institution, d'une école. Il y a le grand sénéchal, qui est comme un ministre, dirons-nous, Sacripan. Encore une fois, je passe vite là-dessus, Sacripan est un personnage de l'Arioste, un peu comme Rodomont. Rodomont et Sacripan, ce sont un petit peu les mêmes types de personnages. À l'origine, d'ailleurs, ce sont des personnages, peu importe, je le dis rapidement, ce sont des personnages qui appartiennent au camp des Maures, des musulmans, puisque comme c'est une geste carolingienne, il y a les chrétiens, qui sont Renaud, qui sont Roland de Roncevaux, bien sûr, et il y a les Sarrasins, et donc, mais peu importe, là, il n'y a aucune trace, mais enfin, en tout cas, Rodomont et Sacripan font partie de cette galaxie. Et Sacripan, lui, sera l'amant de Totoche. Ici aussi, je passe rapidement, c'est quand même très important. Je vais peut-être faire, bon, je ne sais pas si je vais trouver facilement, hein. Allez. Pardon, comment je... Oui, voilà. J'ai du mal à retourner en arrière. Je ne suis pas très doué en informatique. Hein. Rapidement, je les détaille. Il y a, alors là, c'est très important, puisque c'est eux qui donnent le titre à l'œuvre, les chevaliers. Ce sont les chevaliers de la table ronde. Ce ne sont pas vraiment tout à fait des chevaliers de la table ronde. Le seul qui soit vraiment chevalier de la table ronde, c'est Lancelot du Lac, évidemment, dans le cycle arthurien. Le premier, Amadis des Gaules, c'est un des chevaliers dans un roman, pas picaresque, un roman de chevalerie du fin 15e, début 16e siècle, espagnol, dont se nourrira jusqu'à plus soif quelqu'un comme Don Quichotte, par exemple. Il en deviendra fou, à force de lire des textes comme Amadis des Gaules, jour et nuit. Voilà. Donc Amadis des Gaules, Lancelot du Lac. Alors Renaud de Montauban, Renaud, c'est le fameux Rinaldo qu'on a dans l'Arioste. Peu importe, il y a eu des opéras. Tiens, entre parenthèses, il y a un opéra français de la fin du XVIIe siècle de Charpentier qui s'appelle Angélique et Médor. Comme quoi, bon. Et puis Ogier le Danois, c'est encore une autre galaxie, mais enfin c'est toujours un chevalier. Mais enfin c'est un... D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai mis quelques petites images ici. Je vais vite y tomber. Voilà, ici, je montre rapidement. Ah là là, mon Dieu, l'ordinateur. J'ai un petit problème d'ordinateur. Le surmontrai-je? Non. Oui, merci. Il faut que j'aille vite parce que je vais vous faire écouter un peu de musique. Hein. Je sais, je suis trop bavard. C'est bon, là, tout va bien. Bon, là, par exemple, je passe rapidement, mais je voulais montrer ce tableau, je le trouve très beau. C'est un tableau d'Arioste, le fameux auteur du Roland furieux. Voilà ici l'image du chevalier errant, la chevalerie errante, c'est Don Quichotte. Massenet, encore un compositeur français du XIXe siècle, en a fait un opéra. Voilà un Don Quichotte par Honoré Daumier. Voilà le fameux Ogier le Danois, c'est pas quelqu'un de vraiment très commode, hein, comme on le voit. Et ça, je voulais le montrer parce que Ogier, c'est le valet de pique hein, dans le jeu de cartes. J'ai trouvé ça récemment, je l'ignorais, parce que bon, mais voilà, donc je voulais le montrer. Voilà ici Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, parce que Don Quichotte, c'est vraiment le prototype de ces chevaliers, hein, la chevalerie errante. Voilà le Roland furieux avec des exploits invraisemblables. Hein, il embranche toute une série de... Voilà, c'est tout un programme. Alors là, on va voir qu'on en est loin. Je vais vite. Hein. Voilà Rodomont, par exemple, c'est pareil, enfin, qui est en train d'assiéger à lui seul une citadelle entière. Voilà un très beau tableau d'Ingres. Là, on voit Renaud, le chevalier Renaud, délivrant la fameuse Angélique qui est prisonnière. Hein. Très beau tableau. Hein. Bon. Très bon. Bref. Le même, ça c'est la même image
Angélique allait se faire dévorer par un monstre marin. Là, il s'agit d'une gravure de Gustave Doré. Voilà, je continue sur les personnages. Mélusine, je vais vite parce que je vais en reparler. Sa dame d'honneur, fleur de neige, peu importe. Voilà une image de Mélusine. Et voilà, alors on y arrive parce que sinon je n'aurai pas le temps. Alors, je vais parler un petit peu du début rapidement des chevaliers. Nous sommes sur une place publique, c'est ce que vous verrez, donc ça, il faut rentrer directement dans l'action. C'est une place publique et on voit un écriteau chez Mélusine. Et en fait, il y a écrit Grand Rabais, c'est ce que je disais, c'est une allusion alors Mélusine, qui est ce personnage légendaire, extraordinaire, là, c'est Grand Rabais. Bon, voilà. Et je vais passer... non, après, pardon, excusez-moi, je termine ce que je voulais dire sur Mélusine. Donc elle est là, elle s'empresse, je lis un petit peu le texte, qu'on l'entende un petit peu. Elle dit « Je suis l'enchanteresse, autour de moi qu'on s'empresse », ce sont des vers, elle chante, et chacun, pour un peu d'or, vous voyez ce côté commercial, hein, tout à fait, va posséder un trésor. Écoutez et profitez. Alors elle déroule tout ce qu'elle possède et ce qu'elle est susceptible de vendre, poudre qui donne aux imbéciles de l'esprit et rend aux estomacs débiles de l'appétit. Prenez, prenez mes secrets, je les donne, etc. De l'eau qui rend amoureux à tout âge et qui procure du courage aux peureux, etc., etc. Voilà pour le petit portrait de Mélusine qui commence la pièce. Et on voit ici, alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, ces 4 chevaliers que j'ai montrés tout à l'heure, Amadis, Lancelot, Renaud et Ogier qui sont là en train, sinon de se lamenter, en train de dire c'est quand même pas possible cette histoire. Bon, Mélusine est sortie, puisque Mélusine sort après avoir fait sa déclaration à la cantonade, elle sort et il profite de son absence parce que Mélusine a en fait tout simplement kidnappé, en quelque sorte, a envoûté Roland, le fameux, l'illustre Roland, et elle en a fait un espèce de petit toutou docile. Et elle, c'est une femme très amoureuse et très possessive et extrêmement jalouse. Et elle le tient et en fait, il mange et comme il dit, mais écoutez, moi je fais mes 4 repas par jour, de quoi je vais me plaindre? Alors, les chevaliers sont là et discutent entre eux et Amadis s'exclame « Chers collègues et amis, la chevalerie errante, toujours la chevalerie errante, dont nous sommes la crème, est menacée d'un coup funeste. Le plus célèbre d'entre nous, le preux d'entre les preux, l'illustre Roland est tombé dans les filets de Mélusine. » Alors il tape à la porte, puisque Mélusine est absente, il tape, ils vont le voir, et lui dit « Donc c'est donc vrai, tu as renoncé, vous avez renoncé aux aventures, au combat ?» Et Roland de dire « Mon Dieu, oui, qu'est-ce que vous voulez, mes enfants? J'ai rencontré une femme aimable, sous le guerrier, il y avait l'homme, sous la cuirasse, il y avait le cœur, elle l'a pris. J'ai ôté ma cuirasse, j'ai ôté mon casque. Je coule ici une existence bien tranquille. Je me lève tous les jours vers les 10h, 10h, 10h15, je mange un petit chocolat à la crème, puis le coiffeur arrive, puis j'arrive à midi, je mange, je dors encore 1 heure, je m'occupe de quelques travaux d'aiguille, cela me conduit vers les 4 heures. Je fais un petit bout de toilette, je vais fumer une cigarette dans le jardin, je compose un petit madrigal, et puis tout doucement, j'atteins 8 heures, et je mange, et voilà ma vie. Et alors les autres sont un petit peu scandalisés, comment le grand Renaud, qui était monté à ses exploits si fantastiques, réduit à ça. Alors je fais ici, je vais avoir peut-être un tout petit peu de mal, qu'on m'excuse, une toute petite seconde, je vais passer, voilà, j'espère que ça va bien marcher, la ronde des chevaliers. Alors pardon, je vais quand même... Je vous demande une petite seconde. Question d'organisation. Voilà, avant de passer la ronde des chevaliers, j'en lis quand même le texte très brièvement. Je ne lis pas tout parce qu'il est un petit peu développé. Toujours par voie et par chemin, nous battons la campagne. En France, on nous voit le matin et le soir en Espagne. Dans cet état de chevalier, dans cet état plein d'agréments, tout rempli d'aventures, ce qu'on gagne le plus souvent, ce sont des engelures. Et le refrain « Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde ». Deuxième couplet « Si nous sommes parfois vaincus,
ce n'est que par les femmes, et nous portons sur nos écus le chiffre de ces dames. Nous consommons un nombre affreux de blondes et de brunes. Si l'on nous appelle des preux, ce n'est pas pour des prunes. Toujours par voie et par chemin, nous battons la campagne. En France, on peut croire le matin et le soir en Espagne. C'est un grand agrément pour remplir l'aventure. Ce sont les angélines. Jamais que je métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Jamais que je métier ne fut dans le monde que celui de cheval, que celui de chevalier de la table ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là et tout, là et tout, là, là, là. Si nous sommes parfois vaincus, ce n'est que par les femmes. Et nous portons sur nos écus le chiffre de ces dames. Nous consommons un nombre affreux de blondes et de brunes. Si vous nous avez vu des bleus, ce n'est pas pour les brunes. Jamais que joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Jamais que joli métier ne fut dans le monde que celui de cheval, que celui de chevalier de la table ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là et tout, là, là. Voilà, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une musique effectivement légère, mais elle est très très bien écrite, elle est très subtile, donc voilà. Elle n'a rien à envier à des musiques qui se voudraient beaucoup plus savantes. Alors je continue avec le personnage de Merlin. J'ai parlé donc de ces 4 chevaliers. On a vu Mélusine d'abord, après les 4 chevaliers qui vont taper à la porte de Roland. Et voilà, qu'est-ce que j'ai dit oui, les 4 chevaliers qui vont taper à la porte de Roland, oui, j'en perds mon latin. Et puis maintenant, on voit Roland, oh là là, pardon, Merlin, je vais trop vite. Et lui aussi, il est sur la place et il va haranguer la foule en disant « Honorable assistance ». Pardon, je regarde un petit peu plus, voilà. Parce que ce qui se passe, je dis un peu vite aussi, de toute façon je ne peux pas détailler toute l'action, c'est que le duc Rodomont est fauché, il est complètement fauché, et donc pour renflouer les caisses de l'État, il décide d'organiser un tournoi. Voilà. Et le tournoi, entre autres, le 3e prix, je vais le dire en lisant le truc, il y a un premier prix, un 2e prix, et le 3e prix, qui est le lot de consolation, c'est la main de sa fille Angélique. Voilà. Sans commentaire, sans commentaire. Et il est même précisé qu'elle n'est pas échangeable, parce que les autres prix, éventuellement, on peut les rendre contre la... Mais elle, non. Elle, il faut la garder définitivement. Bon, alors c'est Merlin qui est chargé de l'annonce. Alors il arrive de toute façon et il se fait, si je veux dire, de la publicité. Toujours, je fais allusion à ces grands magasins. C'était quand même dans l'esprit du temps. Honorable assistance, permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous rappeler que je suis le seul, côté très publicitaire, on voit ça, que je suis le seul et unique successeur du fameux Merlin dont le nom est célèbre dans le monde entier. Et il chante « Je suis Merlin, successeur et fils de son père. Mon père était un gros malin. Mon père était un gros malin. Je suis malin comme mon père et moi-même, en tout lieu, j'opère. » Alors, justement, il déballe en quelque sorte sa camelote, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il propose. Droguiste, dentiste, maître d'école, parfumeur, légiste, chimiste, avocat, barbier, enchanteur, je suis un peu de tout cela. Parlez, demandez, et me voilà. Et sur le « et me voilà », une belle vocalise à la manière de l'opéra sérieux ou pas d'ailleurs, mais enfin typiquement de l'opéra de l'époque, je vais dire. Voilà donc Merlin. Je
Je suis Merlin, successeur et fils de son père. Mon père était un gros malin, je suis malin comme mon père. Et moi-même en tout lieu j'opère. Je suis Merlin, je suis malin, Madame Merlin, Merlin malin. Je suis malin comme mon père. En tout lieu moi-même j'opère. Droguiste, dentiste, maître d'école, parfumeur, légiste, chimiste, avocat, barbier, enchanteur. Je suis un peu de tout cela, parler, demander, et me voilà, 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 me voilà. Merlin, successeur et fils de son père. Mon père était un gros malin, je suis malin comme mon père. Et moi-même en tout lieu j'opère. Je suis Merlin, je suis malin, Madame Merlin, Merlin malin. Je suis malin comme mon père. En tout lieu moi-même j'opère. Voilà pour Merlin. Donc ce Merlin va annoncer le fameux tournoi. Bon. On arrive maintenant, je vais présenter un autre personnage qui, enfin présenter et faire écouter de toute façon un air. Il faudrait que je coupe, je ne sais pas couper. Je ne vais pas passer l'intégralité de tous les airs, parce que certains sont très développés et un peu longs. Les couplets, il y a 2-3 couplets de Médor. Et justement, c'est là qu'on décèle éventuellement, enfin moi personnellement je ne sais pas, mais j'ai lu ça, qu'il y aurait un peu la patte dans l'écriture du texte d'Hervé, qui est passé un peu au-dessus de l'épaule de Chivot et Duru, en faisant de telle sorte que Médor s'adresse directement au public. Et il arrive et il dit « Ouvrons une large parenthèse ». Et il se présente. Médor, lui, Médor, est un troubadour, ou si vous aimez mieux, un ménestrel. Un jour, le ménestrel voit la belle Angélique, et crac, le ménestrel l'aima. Une place de précepteur, ou si vous aimez mieux, de pion, était vacante chez M. Merlin. Le ménestrel s'offrit, et depuis ce temps, il apprend la gamme à la fille du noble duc. Ça m'a toujours amusé, enfin toujours, là ça m'a amusé. Être professeur de musique, c'est il lui apprend la gamme. Je trouve que c'est un peu amusant comme formule. Et il chante « Puisque j'y suis autorisé, apprenez donc, belle Angélique, que mon cœur est tout embrasé des feux d'un amour volcanique. » Sur la place, il y a du monde, Rodomont est là, Angélique est là, donc elle l'entend, c'est une déclaration. Ce cœur brûlé, carbonisé par votre beauté mirifique, aurait besoin d'être arrosé. C'est une fleur de rhétorique. Refrain, belle à ma supplique, soyez sympathique, c'est la fameuse déclaration en hic. Belle à ma supplique, soyez sympathique. Si je prends la rime en hic, c'est qu'elle s'applique au nom d'Angélique, lequel s'harmonise avec votre beauté magique. Et sur votre beauté magique, ici aussi, une longue vocalise, un peu exagérée d'ailleurs. Et après suit les rimes en hic avec pic, physique, énergique, mélodique. Et à ce moment-là, quand il a fini de chanter, Rodomont regarde sa fille et lui dit « C'est une déclaration d'amour en hic. Comment la trouves-tu, Angélique ?» Et elle répond « Magnifique. » Bien sûr. Les couplets de Médor, je trouve ça, c'est assez inénarrable, il faut quand même dire. Et je suis autorisé, puisque je suis autorisé. Apprenez donc, belle Angélique, apprenez les rêves tout embrasés, que mon cœur est tout embrasé de feu d'un amour volcanique.
Ce cœur brûlé carbonisé par notre beauté magnifique. Un besoin d'être arrosé, c'est une fleur de rhétorique. La ma supplique, soyez sympathique, si je prends la rhétorique, c'est qu'elle s'applique au monde angélique, et qu'elle s'harmonise avec notre beauté magique. Voyez, je suis de frère rasé, voyez, je suis de frère rasé, de peur que ma barbe ne pique. J'ai le bleu, cheveux frisés, j'ai le bleu, cheveux frisés, j'ai des charmes dans le physique. Si je ne suis pas écrasé par un rival trop énergique, j'aurais à l'être si parfait, complète et mélodique. Mais la ma supplique, soyez sympathique, si je prends la rive, c'est que s'applique mon angélique, et qu'elle s'harmonise avec votre beauté magique. Elle s'harmonise avec votre beauté magique. Voilà, suit, très peu de temps après dans l'ouvrage, un duo dont je vais passer le début seulement parce qu'il est un petit peu long, entre Angélique justement et Médor. Et Médor est un petit peu, il est amoureux d'elle, hein, c'est très clair, et il vient de le dire d'ailleurs, mais elle est ingénue, ou en tout cas elle feint de l'être, et elle lui demande, mais finalement c'est quoi l'amour, etc. Alors lui... voilà, il dit, mais vous n'avez jamais aimé personne, vous avez déjà, elle dit oui, papa et maman, etc. Alors il dit non, c'est pas ça du tout. Je lis quand même le texte plutôt que de. Angélique, c'est vous qui devez m'instruire, parlez donc sans hésiter. Pardon, Jean, pardon. Parlez donc sans hésiter. Médor, non, je n'ose pas le dire. Excusez-moi, hein, il me manque je crois, des mots. C'est pas grave, je vais continuer ça. C'est vous qui devez m'instruire. Parlez donc sans hésiter. Non, je n'ose pas le dire, dit donc Médor, mais je veux bien le chanter. Alors, faites comme il vous plaira, mais instruisez Angélique. Admettons que ce sera votre leçon de musique. Et il lui dit, vous n'aimez donc personne? Oui, voilà, vous n'aimez donc personne? J'aime maman, j'aime papa. Mais non, c'est pas ça. Et elle ajoute, j'aime les fleurs et les dentelles. Non, c'est pas ça. J'aime les blanches tourterelles. Non, c'est pas ça. Donc, voilà ce duo. Oui, c'est déjà très langoureux. Hein. On entend bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu... Amour, quel mot doux et touchant, Monsieur Médor, je vous en prie, expliquez-moi dans ce chant ce que cela signifie. Princesse, ce sentiment-là qui vous charme et qui vous étonne, vous l'avez éprouvé déjà. Est-ce que n'aimez personne? J'aime maman, j'aime papa. J'aime maman, j'aime papa. Cherchez, ça n'est pas ça. J'aime les fleurs et les dentelles. Ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. J'aime les blanches tourterelles. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Voilà, parce que c'est long après, je ne vais pas... Voilà. Donc maintenant, toujours cette galerie de portraits
mais ça c'est quand même dans l'action. L'action se poursuit. Hein. Rodemont est là. Alors Rodemont, eh bien, ça ne va pas très fort. Et ce qu'il dit, c'est que tout va mal finalement. Les finances de l'État, c'est une catastrophe. Sa femme, c'est une catastrophe parce qu'il se doute que ça ne tourne pas rond, qu'elle le trompe parce qu'elle est très richement habillée. Or, il n'a pas un sou. Et elle a toujours des toilettes mirifiques. Alors il se dit, elle a forcément un amant qui lui paye tout ça. Parce que ce n'est pas moi qui paye de toute façon, donc c'est impossible. Et d'ailleurs, je le dis un petit peu en avance, mais de toute façon, il faut avancer désormais, c'est qu'elle va aller jusqu'à commettre une chose horrible, c'est qu'elle veut encore s'acheter des choses, et que pour ça, elle va vendre la couronne en or du duc, en cachette. Pensant que cette couronne, il ne la met jamais de toute façon. Elle ne le voit jamais avec sa couronne. Manque de chance. Il y a ce fameux tournoi auquel il veut donner un éclat particulier, et lors de la remise des prix, il veut absolument avoir sa couronne. Or, la couronne, elle l'a vendue, et elle avait chargé Merlin, je le dis, donc je révèle un petit peu l'intrigue, elle a chargé Merlin d'aller faire une couronne d'imitation en zinc et plaquée, etc. Et le fameux Merlin se plaint que le fournisseur ne tient pas parole et n'a pas livré, on connaît ça, hein, je crois que tout le monde connaît, n'a pas livré la couronne en temps voulu, donc elle est dans des affres incroyables, parce que lui, il demande à la fin du tournoi sa couronne, et elle va finir par lui dire je l'ai vendue, ce qui est une... Bon. Et au dernier moment, Merlin va arriver avec la couronne, et alors, à un moment, elle lui dit carrément, elle se lance, elle dit « Casimir, tuez-moi ». Parce que c'est tellement horrible, tuez-moi, je n'ai plus la couronne. Il dit, qu'est-ce que vous dites, vous n'avez plus la couronne? Et puis juste à ce moment-là, Merlin arrive avec la fausse couronne. Elle dit, ah oui, si. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous ne l'avez plus, vous l'avez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin bref. Donc là, la plainte en quelque sorte de Rodemont sur les trois plans financiers, conjugal, et en tant que père aussi, il est bien inquiet pour sa fille qu'il trouve trop délurée. Bon, enfin, tout est relatif. Hein. Il y a pire. Hein. Bon, pardon, je vais quand même lire un petit peu, qu'on l'entende bien, ça me semble. Rodemont, rapidement. Je n'ai pas dans ma caisse le plus léger Monaco. Monaco étant une monnaie d'époque, hein, évidemment. Mon enfant unique, sous prétexte de musique, se développe au galop. Et en tant qu'époux, la duchesse, ma femme, me chagrine énormément. Alors, ce que je veux signaler... il dit, la reine, sa toilette est resplendissante, un luxe étourdissant. Qui donc le lui fournit? Assurément pas moi, puisque ma poche est vide. Et que dans nul endroit, on ne me fait crédit. Oui, en plus de ça, non seulement il n'a pas d'argent, mais personne ne lui fait crédit, parce que plus personne n'a confiance. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, voilà le texte, mais il va y avoir ici, ça c'est très intéressant, une deuxième partie qui, elle, va avoir un caractère... très traditionnel, mais évidemment avec toujours ce côté opéra comique et opérette, mais le caractère de l'air de colère. Il y a toujours eu dans l'opéra, il y en a chez Mozart, des airs de colère. Par exemple, Don Elvire, dans le Don Giovanni, il y a un air de colère où elle chante. Voilà, lui, c'est pareil, un air de colère, où il dit « Bientôt, je le saurai, qui est l'amant. Et dans des flots de vengeance, je m'abreuverai par la mort Dieu, gare aux motieux. Si jamais je vous le pince, on verra ce que peut un prince qui rugit, qui rage et qui grince. Air de colère. Mais d'abord, je l'ai dit, on va écouter ça. Rodemont. Mon œil est assez vif. Ma figure est sereine. Et pourtant dans mon cœur tout est en désarroi, car depuis bien longtemps je tiens une déveine. Et tout semble en ces lieux conspirer contre moi. Roi, je suis dans la détresse, et je n'ai pas dans ma caisse le plus léger Monaco. Père, mon enfant unique, sous prétexte
dont le lui fournit. Assurément pas moi, puisque ma poche est vide, et que dans nul endroit on ne me fait crédit. Dites-donc alors, patience, bientôt, je le saurai, dites à flot de vengeance, oh, je m'abreuverai. Par la mort Dieu, car oh monsieur, par la mort Dieu, car oh monsieur, car, alors, patience, bientôt, je le saurai, dans un flot de vengeance, oh, je m'abreuverai, qu'il soit blond, brun, gras ou mince, si jamais je te vous le pince, on verra ce que peut un prince, qui rugit, qui rage et qui grince, trillatitata, qu'il soit blond, brun, gras ou mince, trillatitata, si jamais je te vous le pince, on verra ce que peut un prince, qui rugit, qui rage et qui grince, trillatita, 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 trillatita. On verra ce que peut un prince, qui rugit, qui rage et qui grince, qui rugit, qui rage et qui grince. Qui rugit, qui rage et qui grince. Alors, on s'approche de la fin. Je vais abréger un petit peu. Ce que je voudrais, c'est quand même passer, j'aimerais repasser la ronde des chevaliers, qui sera un peu une conclusion. Et si vous avez un tout petit instant, je ne vais pas trop retarder la séance dont il était prévu qu'elle s'arrête à 20h30. Je voudrais passer un peu à titre d'hommage de la musique française, 2 courtes œuvres. J'espère que ça marchera parce que c'était des vidéos au départ. Un tout petit texte d'Hector Berlioz et un tout petit texte de bien plus tardif qui a été écrit en 1940 de Francis Poulenc, mais qui s'inscrit vraiment dans cette grande tradition française. Donc on va l'écouter. Je vous fais écouter une fois la ronde des chevaliers que nous avons déjà entendue. Voilà, la ronde des chevaliers. Écoutons-la, elle est brève. Hein. Toujours par voie et par chemin, nous battons la campagne. En France, on voit le matin et le soir en Espagne. Ensuite, on prend l'agrément pour remplir aventure. C'est ce sont les angélines. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La et go, la et go, la, la, la. Ce n'est que par les femmes, et nous portons sur nos écus le chiffre de ces dames. Nous consommons un nombre affreux de blondes et de brunes. Si nous appelons des brunes, ce n'est pas pour des brunes. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de cheval, que celui de chevalier de la table ronde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La et go, la et go, la, la, la. Voilà. Et je vais passer donc un extrait de... Je n'arrive pas à sortir. J'ai besoin d'un petit peu d'aide, pardon.
des Nuits d'été d'Hector Berlioz, qui est une œuvre magnifique pour chant et orchestre sur des poèmes de Théophile Gautier. Et je passe la première pièce qui s'appelle Villanelle. Elle est chantée par Anne-Sophie Hauter. Quand viendra la saison nouvelle, quand on disparu les fleurs, tous les deux nous irons à peine pour cueillir le maigret au bois. Sous nos pieds, grandes perles, que l'on voit au matin tomber. Nous irons écouter les merles, nous irons écouter les merles siffler. Au printemps, le venu moment, c'est le mois des amours unis. Et l'oiseau s'attirant son aile, et ses fers au bord du nid. On vient tous sous ce bois de mousse pour parler de nos beaux amours. Et dis-moi de ta voix si douce, et dis-moi de ta voix si douce, toujours. Bien loin, les galons de course, se fuit le lapin caché. Et le temps miroir des sources, admirant son roi penché. Puis chez nous, toutes aises, empaillées en assaut revenant rapportant des fraises, revenant rapportant des fraises des bois. Voilà. Et je vais terminer avec une œuvre qui peut paraître extrêmement anodine, qui est une mélodie pour chant et piano de Francis Poulenc, qui a été écrite en 1940 et qui est sur un texte de Jean Anouilh, qui est extrait de sa pièce Léocadia. Poulenc est mort, j'allais dire récemment, maintenant ça fait déjà un bail, mais il est mort en 63, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez contemporain de nous. Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passage des fleurs effeuillées, l'écho sous leurs arbres de notre rire clair.
Voilà, j'ai voulu conclure par ces deux pièces que je trouve vraiment magnifiques et qui sont très représentatives. Ça, c'est écrit en 1940, c'est-à-dire bien longtemps après la période enfin bien longtemps, 80 ans. Et l'esprit, c'est cet esprit-là qui est toujours là. Et ce qui l'a précédé, Berlioz, c'est aussi cet esprit-là. C'est-à-dire une grande profondeur, mais en même temps une grande légèreté. Je crois que c'est une des caractéristiques du génie français, c'est un grand mot, enfin en tout cas d'un certain style français, un certain art français. Il y a une phrase qui me revient en tête, que j'ai vue encore récemment, enfin, qui vient d'un petit poème, un petit quatrain très très anodin qui a été écrit au XVIIIe siècle par un illustre inconnu, un certain Leroy, que personne ne connaît, moi y compris, mais dont un des vers est « Glissez mortel, n'appuyez pas ». Et cette phrase résume un peu un certain esprit français, c'est-à-dire « n'appuyons pas trop ». Et c'est le cas, et ça donne aussi de très très belles choses. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir cette œuvre et que ça vous a rapporté quelques lumières. Voilà. Merci. Merci.